Salut à tous, bienvenue donc dans l'Entrepreneur Lifestyle, Thierry hashtag Henry. Donc aujourd'hui épisode 35 où je reprends donc les interviews donc avec un invité spécial, donc Sébastien Tissier, pour ceux qui connaissent un peu donc le web marketing et surtout la partie Black Hat. Surtout donc email marketing, gros hacking, Black Hat et scrapping. Donc on va parler donc de cette partie-là, puisque donc il va donc le confirmer, parce que moi j'avais quelques connaissances du Black Hat, mais lui on va nous parler spécialement en fin de compte de sa partie email marketing et scrapping. Et donc ça va pouvoir donc vous décider est-ce que donc vous voulez rentrer dans le Black Hat ou pas. Changer donc d'avoir une vision différente d'un spécialiste, quelqu'un qui le fait. Moi d'un novice, j'ai plein d'informations, j'ai fait sans le vouloir des fois du Black Hat. C'est aussi l'avantage de d'écouter un petit peu et de savoir si on fait bien les choses. Donc voilà. Donc cet épisode donc sera donc sponsorisé par mon partenaire, donc qui est un service donc d'email marketing, donc ConvertKit, donc pour aller donc tester pendant 14 jours gratuits, donc Thierry-du-6 henry.fr avec un Y bien sûr /CKIT, donc CKIT à la fin donc, du nom de domaine, donc Thierry-du-6 henry.fr /CKIT. Vous avez 14 jours gratuits donc pour tester, tenter donc de développer votre liste email. Ou sinon, prenez donc les techniques donc de Sébastien Tissier, qui est un expert dans le domaine. Donc il a donc des logiciels plutôt donc pour le B2B, pour aller scraper et donc faire de l'email marketing. Donc c'est linklead.io ou sinon donc whmarketing.info. Dans tous les cas, donc je vous mettrai tous les liens dans le show notes à la fin ou au début. Donc, juste à préciser que malheureusement au tout début il y a pendant 15-20 secondes donc un petit bug par rapport à la présentation, donc on nous entend mal, mais tout le reste de l'audio est parfait, donc n'hésitez pas. Donc comme je reprends donc les épisodes, donc n'hésitez pas à télécharger, à partager. Donc là on va rester donc vraiment sérieux, donc on en aura donc toutes les semaines avec des invités. Des fois bon, bien sûr je le ferai en solo, mais là j'ai un mois d'invités et puis on va continuer à en faire plus, et comme j'ai dit, tentez de faire deux épisodes par semaine. Donc envoyez-moi des commentaires, des mails, ce que vous voulez faire améliorer, quel type de sujet vous voulez traiter, quel type de personne vous voulez que j'invite, pour qu'on puisse donc développer ce podcast et avoir donc le maximum d'infos d'experts qui nous donnent le maximum d'informations. Donc moi je vous dis à tout de suite avec donc Sébastien Tissier. Salut Sébastien, comment tu vas? Bien, merci. Et toi? Merci de ton invitation. Très bien, merci de prendre d'équipe. Enfin, on connaît plus d'infos. Donc, déjà, donc, présente-toi rapidement, puis après, je Alors, prends moi, je suis un vieux du web puisque j'ai commencé il y a très longtemps. J'ai commencé en 2007 sur le web. J'en vis depuis 2007. Je me suis barré à l'étranger en 2010 en Thaïlande et je suis installé en Thaïlande depuis cette époque-là grâce effectivement à mes activités sur le net qui sont diverses. J'ai commencé par des réseaux de blogs, j'ai fait de l'affiliation et puis maintenant, je fais des produits d'information, des prestations et du coaching essentiellement axés sur tout ce qui est mail, tout ce qui est call mailing, tout ce qui est scrap, effectivement, qui est un peu plus notre cœur de métier et qui permet effectivement de trouver des clients avec des voies alternatives et des méthodes un peu moins conventionnelles. bon, ça tombe bien que moi, j'aime bien le lifestyle. Il y a une question qui est venue, parce que moi, je prépare pas automatiquement tout. J'aime bien le feeling. Donc, il y a une question qui est venue, mais on va être pro, on va dire. Donc, déjà, donc, définis pour toi ce qu'est le Black Hat, parce que avant qu'on commence, j'ai voulu te poser des questions et j'ai même fait une erreur. Donc, définis c'est quoi le Black Hat pour toi? C'est pas forcément une erreur, c'est une question de vision des choses. Pour moi, Black Hat, en fait, on a collé des termes qui sont juste des manières d'étiqueter un petit peu les gens. Et pour moi, il y a eu des grandes écoles qui sont effectivement Black Hat. Ça a été très, très porté par le SEO parce que le SEO, c'est toujours des mecs qui sont un peu démerdés pour trouver des moyens de gruger les algorithmes. Et surtout, Après, tu as une grosse… et surtout que c'est que ça reste le gratuit. Donc, on aime tous le gratuit. Donc, comme c'est proche du gratuit, c'est peut-être celui-là qui est le plus connu. Mais après, il y a aussi du Black Hat payant, email marketing. Il y a plein de Black Hat, on va dire. Ouais, il y a plein de Black Hat, mais Black Hat, c'est avant tout une philosophie. Après, on a parlé beaucoup de gros hacking parce que c'était un peu plus propre, mais la différence entre les deux, elle est très, très mince. Mais en réalité, ça a toujours été la même philosophie, à mon sens. Et moi, j'ai commencé en tant qu'entrepreneur en 99. Dans les années 2000, au tout début, j'avais des boîtes en France, j'avais une SARL et on faisait déjà du gros hacking avant que ça n'existe ou du Black Hat. On envoyait des centaines de milliers de fax la nuit et c'était déjà Black Hat, en fait. Si tu veux, c'est juste une philosophie, en fait. Ah C'est ouais. trouver des moyens pour
pour effectivement, quand tu n'as pas de moyens financiers, trouver un avantage compétitif, un avantage concurrentiel, essayer de faire mieux ou différemment pour trouver des clients, quoi. Parce que moi, en fin de compte, quand tu dis, parce que bon, toi, tu m'as dit que tu es plutôt un black hat email marketing scrapping, donc qui n'est pas vraiment SEO. Enfin, quand j'ai dit SEO, tu m'as dit que c'est pas vraiment ça, mais bon, c'est pour ça que je voulais que tu parles de ça. Donc, il y a différentes techniques. Toi, tu es quand même plus dans l'email marketing, LinkedIn et autres. Ouais. En fin de compte, dans mon esprit, moi, gros hacking, c'était aussi grey hat. Donc, c'est pas, donc toi, c'est plutôt directement black hat. Grey hat, c'est pas plus au gros hacking ou. C'est franchement la différence, elle est très très menue, très très ténue. Il y a des gens qui vont me dire oui, mais c'est éthique, c'est moral, c'est machin. Bon, la vraie vérité du truc, c'est juste que dans les deux cas de figure, t'as les mecs qui sont un peu plus près de la ligne jaune ou pas. Et Ouais. la vérité, c'est que tu mets un peu le curseur où tu veux. Mais c'est la même philosophie. Pour moi, c'est juste des démerdards. Moi, voilà, quand on me demande un peu ce que je fais, moi, je me débrouille pour résoudre des problèmes. Surtout quand on débute, C'est parce que moi j'ai débuté plus tard, il y a presque 3 ans, et souvent tu Mhm. fais des choses sans les savoir. Donc des fois tu fais du black hat ou du grey hat sans savoir, et en plus des fois l'algorithme peut changer. Donc en fin de compte, tu passes directement dans tu passes les limites sans le vouloir parce que tu sais pas ce que tu fais des fois. Ça, c'est spécifique au SEO. C'est-à-dire que le SEO, tu joues sur le terrain de Google, tu joues avec ses règles. Donc, il n'y a pas, tu vois, c'est la seule, enfin, à mon sens, le seul compartiment où tu vois, où il y a des règles. On a mis des compartiments. C'est pour ça que là, c'est différent. Là, tu as le black hat, tu as le grey et puis tu as le white, vraiment. Mais encore une fois, après, ça s'applique essentiellement au SEO. Il n'y a pas cette graduation sur d'autres trucs, quoi. Et donc Non faire. même sur les réseaux sociaux, même sur les réseaux sociaux, tu penses que sur Facebook, c'est pas il n'y a pas vraiment de. Il n'y a pas de gris en fait, c'est soit blanc, soit noir. En réalité, tu vois, on a dit ouais, mais c'est gris, c'est bien. Non, t'as les règles et puis t'as pas les règles, quoi. C'est tout. C'est un peu comme les mecs qui discutent avec les radars. Tu vois, ouais, mais j'étais pas loin du truc. Oui, mais j'étais qu'un de plus. Ouais, mais t'étais pas dedans. Point. C'est D'accord, blanc ok. ou c'est noir. Le Et gris, il y a pas. Tu vois, quand tu fais les mecs qui ont fait des règles, ils ont fait des règles en disant c'est blanc ou c'est noir. Ils ont pas fait oui, mais ça c'est un peu gris. C'est blanc ou c'est noir. Point. donc moi, dans mon esprit, parce que là, j'ai beaucoup parlé à l'audience qui est plus débutante, des fois on hésite, on veut tous créer du trafic, on sait que c'est un peu long malheureusement, le SEO, ou même par les réseaux sociaux, ou même par d'autres moyens, hein, parce que même créer une liste mail, ça prend du temps, il y a des Ouais. techniques. Donc qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune qui commence et qui veut aller plus vite? Ça dépend de ta cible, c'est-à-dire que le canal que tu vas choisir est les tributaires des personnes que tu veux contacter. Si tu cherches à contacter des boîtes, c'est évidemment plus simple d'aller sur LinkedIn. Si tu cherches à trouver des particuliers, c'est beaucoup plus simple d'aller sur Facebook ou sur Insta. Donc, le choix des réseaux et des canaux, il est dicté avant tout par ça. Qui est-ce que tu vises? Qui est-ce que tu veux chercher? Et puis, va où ils sont, va les chercher là où ils sont. Et si tes clients, ils sont majoritairement dans la vraie vie, va les chercher dans la vraie vie. Il n'y a pas de meilleure méthode. Tu vois, je te disais tout à l'heure, on a utilisé le mailing fax. C'était le plus simple parce que nous, on cherchait à joindre des boîtes. Et donc, à cette époque-là, du moins, il n'y avait pas beaucoup d'autres alternatives. Et donc, on utilisait le mailing fax. Et c'était du gros hacking ou du black hat, suivant comment tu le mets. Mais en réalité, c'était juste un moyen de toucher les gens à moindre coût, quoi, pour nous. Surtout au début, c'est parce que moi j'ai beaucoup suivi donc, de marketeurs américains, surtout comme ils disent, au début c'était le Far West, donc techniquement il n'y avait pas eu donc, de pénalité, on va dire. Donc tout le monde faisait ce qu'il voulait, tu montais un site avec 3 mots et tu pouvais ranker. Et ensuite, ça a changé. Donc, comment toi, tu as vu évoluer le Black Hat et comment actuellement, en 2019, quelqu'un qui veut commencer, qui ne veut pas, entre parenthèses, suivre les règles, parce que ce n'est pas les règles de la police, hein, c'est les règles de Google. Donc, après, on fait ce qu'on veut. On sera juste fâché avec Google, on sera dans la sandbox, comme on dit. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y en a qui le font mal et qui se font avoir. Et qu'est-ce qu'on doit Ouais. faire? À mon avis, en fait, il faut toujours avoir conscience des limites et apprendre quelles sont les règles. C'est-à-dire que tu peux transgresser les règles, mais tu dois savoir comment ça fonctionne et tu dois savoir comment ton adversaire réfléchit. C'est-à-dire que Google, en fait, son objectif, c'est juste de fournir un résultat le plus qualitatif aux gens en s'appuyant sur des recommandations sociales pour établir un classement dans le seul et unique but de gagner le plus d'argent possible en leur montrant le plus souvent possible de publicité parce qu'ils vont être contents de revenir. C'est comme ça que ça marche. Donc, quand toi, tu es Google, tu réfléchis au truc et puis tu vas pénaliser ce qui va pas dans ton sens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux durer, de toute façon, il va falloir que tu fasses de la qualité, il va falloir que tu évite de trop manipuler la preuve sociale, qui est l'élément principal pour ranker. Ça veut dire que c'est compliqué, c'est pas forcément la stratégie la plus rapide, mais c'est la plus durable. Donc, en fait, il y a toujours des stratégies qui consistent à faire un peu des deux. Tu peux faire du blanc et introduire du black, mais ailleurs. C'est-à-dire que tu peux
avoir des stratégies qui sont de fusibles. Tu peux mixer les stratégies. Mais aujourd'hui, tout miser sur le Black Hat, c'est une erreur, surtout en SEO. En SEO, c'est encore un secteur très à part parce que là, tu es soumis à des pénalités. Si tu utilises l'email marketing, par exemple, il n'y a pas de pénalité particulière. Quand je dis email marketing, c'est du call mail spécifiquement à destination des professionnels. Là, en fait, le seul truc que tu risques, c'est de flinguer une adresse mail. C'est tout. Une adresse mail, t'en changes et t'en as une nouvelle, point. Tu vois, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Quand tu t'adresses au SEO, en revanche, c'est beaucoup plus compliqué dans le sens où Google, une fois qu'il t'a cramé, il t'a cramé. Donc, il faut savoir ce que tu veux. C'est-à-dire que si tu veux construire un business, il faut pas être trop pressé non plus. Il faut poser les fondations. Rien ne t'empêche d'avoir effectivement un petit compartiment sur lequel tu vas taper sur du black ou du grey, comme tu l'évoquais tout à l'heure. Mais le grey, même dans une stratégie totalement blanche, c'est une erreur parce que tôt ou tard, ça va te retomber dessus. Donc, à mon avis, si tu veux faire un truc qui est durable, tu construis du SEO comme tu construis une maison, tu construis un business comme une maison, tu fais des fondations solides et puis quand tu veux t'amuser, tu fais une cabane à côté, quoi. Et là, c'est pareil. Donc, tu peux faire des trucs qui vont pas nuire en fait aux fondations, aux trucs solides que tu mets en place et qui seront pérennes dans le long terme. Et puis le Black Hat en SEO spécifiquement, ça dure jamais des années, quoi. Faut le savoir. C'est le grey, c'est pareil. Si on te dit que c'est gris, c'est que déjà par essence les SEO le savent, c'est que c'est pas blanc. Et si c'est pas blanc, c'est que c'est pas bon. Tu vois, en fait, Google ne réfléchit pas avec le gris. Pour lui, c'est pas gris. Pour lui, c'est noir ou blanc. Oui, mais quand moi j'aime bien écouter nos experts SEO, que ce soit même en SEA, parce que je vais aussi donner un exemple d'un gars que j'aime bien qui s'appelle Greg Davis. Et donc lui, il est un peu spécial. Mais lui, c'est qu'en payant. Des fois, en fin de compte, donc certains disent qu'il faut faire des PBN et autres. Bon, on dit que c'est bien, c'est pas bien. Donc, réellement, quand tu commences donc ton SEO, donc tu peux commencer, comme tu dis, classiquement. Mais à côté, il faut quand même des outils, parce que moi, j'ai entendu qu'il faut certains outils pour bien faire les choses, de scrapping et autres. Donc, ça, il faut les connaître. Est-ce que donc, toi, tu as fait une formation, ça, ou tu peux le faire tout seul, ou est-ce que c'est risqué de tout apprendre tout seul? Non, c'est pas risqué, tout s'apprend. Après, c'est encore une fois, faut bien connaître les règles du jeu et savoir quels sont les risques. C'est-à-dire que tu peux pas, encore une fois, avoir cette vision de dire je vais construire un truc solide qui est basé sur du Black Hat, surtout en SEO. Parce que tôt ou tard, tu vois, toutes les pénalités qui ont toujours eu lieu, c'est juste des rattrapages en fait sur des abus massifs qui ont été démantelés. C'est-à-dire qu'à une époque, même Google s'infiltrait dans les plateformes d'échange de liens et allait regarder. Parce que même ça, en fait, c'est violer les règles et la philosophie de Google. Donc, tôt ou tard, même les vrais SEO, ils te le disent. C'est l'échange de liens, même triangulaire, même PBN, même tout ce que tu veux. C'est déjà aller à l'encontre de la volonté ou du moins de la philosophie de fonctionnement de Google. C'est-à-dire que Google, pour lui, l'échange doit être naturel. Il ne doit pas être sollicité, il ne doit pas être une contrepartie de quoi que ce soit. Il doit être 100% naturel. Donc, l'échange, même s'il est machin fait propre ou pas, peu importe. Même s'il est fait propre, c'est déjà violer les règles. Et tôt ou tard, ils arriveront à le remonter. Ouais, mais réellement, parce que bon, on va parler. Je vais essayer de me rapprocher de ton niveau, mais c'est compliqué. Quand la personne ne lit donc, ce qu'on appelle les guidelines, mais quand tu lis la guideline, tu te dis, mais ils s'en foutent, c'est pas possible. Donc, c'est très bien, quand tu lis la guideline, c'est quasiment impossible de respecter, sinon, tu n'avances jamais. Des fois, on te dit, oui, le seul truc qui est important, c'est le contenu parfait. Il y a des super écrivains qui écrivent bien, qui savent faire un peu de marketing, mais souvent, il faut faire un peu de choses. C'est comme le Black Hat, il y a marqué rouler à 90, tu roules à 180, et quand tu fais du White Hat, mais en roulant à 95, ça passe. On va pas t'embêter. C'est ça que je voulais dire. Parce que des liens, tu es obligé d'en faire. Enfin, sinon, voilà. Que créer du bon contenu, des bons articles, c'est quasi. Voilà. Il y en a un ou deux que ça marche, et le reste, c'est galère. Donc, il faut faire un peu de. Voilà. En fait, encore une fois, c'est juste là-dessus, savoir jusqu'où tu es prêt à aller et connaître les conséquences du truc. Maintenant, tu as des stratégies qui, elles, sont pérennes et qui permettent de pas aller trop loin dans le Black Hat. Mais encore une fois, le principe, c'est si tu veux un truc qui tienne la route, faut pas jouer avec ton truc qui tient la route. C'est-à-dire, tu vois, t'as une bagnole pour t'amuser, puis tu as une bagnole que tu veux garder. Ou alors, si tu avais deux permis, ça serait ça. Donc, si tu veux avoir un site et spécifiquement sur Google, à mon sens, c'est ça, c'est que tu peux pas faire n'importe quoi dans le sens où, encore une fois, c'est tôt ou tard, les pénalités le remonteront. C'est-à-dire, si c'est pas aujourd'hui, effectivement, le 95, tu peux dire, ouais, mais je roulais qu'à 95. Sauf que Google, lui, en fait, il revient en arrière. Et c'est ce qu'il a toujours fait. C'est-à-dire que quand il y a eu Pingouin, quand il y a eu Panda, quand il y a eu Medic, c'est juste, en fait, un rattrapage des mecs qui roulaient à 95. C'est-à-dire que tous ceux qui roulaient à 95, il les a tous fumés parce qu'ils roulaient à 95 et parce qu'il l'a découvert. D'accord. Contre toi qui est du Black Hat, tu conseilles indirectement donc, de ne pas faire du Black Hat, mais d'en faire à côté.
de ne pas. En fait, si tu veux, c'est toujours pareil. Tu peux faire du black hat, mais ça durera pas. C'est-à-dire, ça durera peut-être 1 an, ça durera peut-être 2 ans, ça durera peut-être 3 ans, peu importe. Je vais te dire le contraire, mais plutôt par rapport au SEA, parce que j'ai collé 2-3 personnes que j'ai rencontrées à l'étranger qui font ça. Mais bon, après, c'est vrai que par rapport à ce que tu dis, ils doivent recommencer parce que, bon, allez, on va y aller directement. Puis j'en ai parlé un peu sur ma chaîne. C'est des affiliés sur ce qu'on appelle des super affiliés qui dépensent 1 million par mois en trafic. Mais c'est vrai qu'eux, tous les jours, ils rachètent 10 comptes Facebook, ils rachètent par semaine peut-être une trentaine de comptes Google, ils n'ont pas le choix. Et comme il disait, en plus, comme ça a évolué, souvent ça coûte plus cher de faire du black hat parce qu'il faut des outils. Voilà. Il faut une équipe, même souvent ils ont des médias buyers parce que c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Mais c'est en SEA. Non, c'est pas impossible, mais pour des débutants, c'est extrêmement complexe. Ah voilà, d'accord, je confirme. Donc c'est plus pour un débutant. Si tu as des débutants qui ont $1 million de budget et qui peuvent acheter Donc c'est plus pour les débutants, donc vaut mieux commencer. En plus, c'est bien. En plus, voilà, tu nous conseilles bien par un site ou 2 sites propres white hat. Et à côté, si on veut apprendre des petites techniques, tester, parce que souvent, quand on est marketeur, il faut apprendre à tester. Tester à côté. Mais tu vas à côté, mais ne jamais. Comment on teste? Qu'est-ce qu'on fait en fait quand on prend un logiciel de scrapping? Bon, on va se former chez toi, bien sûr. Donc, on a ton logiciel, c'est Linklead.io, c'est ça? Pour faire du scrapping sur LinkedIn. Donc, c'est plus pour les pros, c'est ça? Ouais, là, nous, on est dans l'email marketing. Donc là, on n'est plus dans les SEO. Donc, c'est compliqué. Mais tout le monde fait de l'email. Et moi, je conseille à ma chaîne toujours. Il faut toujours faire du email. Quel que soit le business, même là, parce que j'ai écouté il n'y a même pas une semaine Pat Flynn, qui est quand même là depuis un bout de temps, et d'autres marketeurs qui disaient que voilà, tout le monde parle de l'email. L'email reste, comme on dit, la valeur sûre. On part souvent de ManyChat. Moi, j'aime bien ManyChat. On part souvent de plein de trucs. L'email reste là. Il n'y a que bizarrement Frank Kern qui disait que lui, il ne comprend pas, il n'arrive pas. Il a une liste de 70 000 personnes, il n'arrive pas à la faire grossir. Bon, ça, c'est son problème. Mais tout le monde revient toujours à dire que quand tu as une liste email, réellement, côté rapport qualité-prix et bien sûr une notoriété de marque, il n'y a pas mieux, quoi. C'est le seul truc qui t'appartient vraiment. C'est-à-dire que demain, si ton référencement il tombe, si Google te flingue tes positions, si Facebook te ferme ton compte, c'est pas grave. Il te reste ta mailing list, tu shootes et tu as des ventes, tu as du trafic. Tu n'as besoin de personne, en fait. Surtout que, je vais aller dans ton sens, tu as ta liste propre et tu as aussi la liste qui est un peu crapuleuse. Donc, tu peux faire les deux. Je vais pas te lâcher. Hein. Ouais, non, mais le crapuleux, encore une fois, c'est toujours pareil. Alors après, ça dépend avec qui tu veux jouer. Mais encore une fois, il faut comprendre une chose, c'est qu'il y a 10 000 techniques pour avoir du trafic, mais le trafic pour du trafic, ça sert à rien. C'est-à-dire, tout dépend de ce que tu veux vendre et tout dépend de ce que tu veux en faire. Moi, je vais te dire, j'ai commencé par des réseaux de blogs, j'avais jusqu'à 80 000 visiteurs par jour. Si tu veux, c'est pas des gens qui auraient acheté des formations. C'était une autre époque. Les gens, la monétisation que j'en faisais, elle était totalement différente. Je monétisais avec de la pub et un peu après avec de l'affiliation. Mais c'est un truc qui est forcément à raccorder avec, tu vois, entre 80 000 visiteurs non ciblés, non qualifiés et 100 visiteurs sur une page de vente où je vends un produit à 1000 balles en marketing, je choisis forcément la deuxième. Donc, le trafic et les cibles et les méthodes et les canaux que tu veux utiliser, ils sont tributaires de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux vendre? Si demain, je t'envoie autant de clients que tu veux, et tu me dis, voilà, j'ai besoin de 100 directeurs commerciaux. Je t'envoie 100 directeurs commerciaux. T'en fais quoi? Tu les monétises comment? C'est quoi ta stratégie? C'est quoi ton produit? C'est ça, en fait, le fond du business, c'est de savoir ce que tu veux en faire d'abord. Ouais, ce qui est logique, il faut trouver donc dès le départ le produit qui est en lien avec la cible. Ouais. Et donc, toi, en fait, là, tu es en train de me dire que le black hat ne marche pas pour tout, ça dépend de la stratégie. Ah non, mais le black hat, ça n'a jamais réveillé un mort. Hein. C'est-à-dire que c'est comme tout. Tu vois, c'est pas de la magie. C'est juste le truc, c'est un accélérateur, mais c'est pas le moteur. Le black hat, encore une fois, c'est juste un moyen d'avancer plus vite. Mais c'est pas la voiture, quoi. Si tu veux, c'est juste un coup de boost, c'est le turbo, mais c'est tout. Donc, évidemment, il faut avoir des choses à vendre. Et évidemment, il faut que ton produit convertisse. Évidemment, il faut que tu trouves la bonne cible. Et si tu as ça, oui, tu pourras aller plus vite. Mais le truc, ça va pas rendre un produit magique. Ça va pas vendre un truc qui se vend pas. Et ça va pas te rendre plus beau et ça va pas te faire grandir non plus. Tu vois, c'est toujours pareil. Il y a des limites à chaque chose. L'exercice du truc, c'est que tu peux accélérer, oui, mais encore une fois, ça fait pas tout le boulot. C'est-à-dire que une stratégie de black hat, c'est dire bon, voilà, j'ai un produit qui convertit à temps, il me faudrait tant de personnes qui viennent de tel truc, ou alors il faut que je trouve un moyen de toucher ces personnes-là. J'ai un peu ça en idée, et voilà, oui, là, tu peux faire quelque chose, mais c'est pas encore une fois une baguette magique. D'accord. Enfin, ce qui est logique, il y a bien sûr des techniques et du travail derrière. Est-ce que donc toi, là, on va plutôt parler d'affiliation. Par exemple, sur un produit récurrent, qui est pour moi, entre parenthèses, les produits les plus intéressants en affiliation. Parce que là, on a parlé de produits à 1000 euros. Bon, ça, c'est un peu différent. Un produit récurrent à 30-50 euros, comment tu pourrais faire? Est-ce qu'en plus,
Deuxième question, j'espère qu'on va pas se perdre. Est-ce que donc tu n'es pas grillé par les plateformes d'affiliation ou il y a des plateformes en général qui ne disent rien, qui disent bon, on s'en fout, il y a le trafic qui vient, on s'en fout, on prend. C'est une question, encore une fois, de mesure. Je pense que c'est toujours une question après d'organisation et d'agencement. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, encore une fois, je parlais tout à l'heure de comprendre les règles du jeu et de comprendre Google. Il faut comprendre également les motivations et les limites en fait de chaque plateforme. C'est-à-dire que chaque personne va dire ouais, t'en as certains, à un certain moment en fait, comme Facebook. Facebook, tu pouvais l'utiliser d'une manière totalement différente il y a 5 ans parce qu'ils étaient dans une politique où ils voulaient plus d'utilisateurs. Donc ils nous laissaient faire n'importe quoi. Aujourd'hui, ils sont dans une politique où ils savent qu'ils ont fini d'essorer le marché et veulent plus que les utilisateurs s'en aillent. Donc ils font la chasse à ceux qui sont des nuisances. Les plateformes et les gens qui font de l'affiliation, c'est la même chose. Tu as des phases pendant lesquelles les gens sont en phase d'acquisition, donc là, ils s'en foutent. Ils prennent tout open bar. ClickFunnels, il y a quelques années, c'était le cas. C'est-à-dire que voilà, tout ce qui passait, ils prenaient. Et puis aujourd'hui, ils veulent être une boîte respectable et donc, ils font le ménage. Donc, ça dépend à quel moment tu arrives et ça dépend sur quel type de truc tu arrives. Après, libre à toi d'organiser des funnels qui permettent de blanchir le trafic. Ça se peut aussi. C'est-à-dire, tu vois, du trafic blanc, tu peux le transformer en gris-blanc, quoi. Noir à gris-blanc. C'est-à-dire, il suffit simplement de le faire passer par des filtres, d'arriver avec des produits qui masquent les trucs. Tu vois, il y a des trucs qui sont non pubables sur Facebook, par exemple. Mais rien ne t'empêche de faire un écran de fumée avec un produit qui n'est pas le même, que tu vas vendre. En revanche, le vrai produit que tu voulais puber, tu vas le mettre en upsell, par exemple. Tu vois, tu vas faire un petit produit à 1 ou 7 balles, et puis derrière, le vrai produit que tu voulais vendre, celui que tu peux pas puber sur Facebook, tu le mets derrière, par exemple. Ouais, C'est pareil, c'est un écran de fumée qui te permet de casser un peu les limites. ce qu'il faut préciser à ceux qui écoutent, parce que des fois, il y en a qui disent c'est un peu trop technique, c'est que voilà, donc Facebook va aller sur ou Google, enfin, va aller sur la première page, mais il n'ira pas sur les pages qui suivent. Et donc, Ouais. et voilà, donc en directement, donc tu mets un écran de fumée, pas un écran de fumée, mais tu mets une page qui est propre, tu récupères le mail, et ensuite, il y a une suite par rapport à ça, donc, pour que les gens comprennent. Et donc, ce qui est bien, parce que tu l'as pas dit ouvertement, mais bon, j'ai compris. Et c'est vrai que c'est souvent ça, parce que il y a souvent des plateformes qui s'ouvrent. Donc, bon, Instagram, je crois peut-être que, alors, je sais pas si on le fait encore. Moi, je suis pas fan d'Instagram. Il y a des plateformes qui sont nouvelles. Après, je sais pas si on peut faire sur TikTok ou sur Snapchat. Pas Snapchat, si Snapchat. Donc, si je comprends bien, dès qu'il y a une plateforme nouvelle ou un produit nouveau, quand on est un peu vicieux, on y va à fond pour faire du cash. Et puis, logiquement, ils vont laisser faire parce que bah, c'est logique. En plus, ils veulent que ça grandisse. Puis ensuite, dès que ils veulent rentrer dans les clous, ils vont dire allez, on oublie les affiliés déjà un peu trop sales, entre parenthèses, même si bon, faut pas employer ce terme-là. Et puis, donc, faut en profiter quand c'est souvent une ouverture, on va dire. C'est ça, tu as toujours ces phases qui sont dans tous les marchés. C'est toujours la même chose. C'est à chaque fois, Facebook, au tout départ, c'était génial. Il n'y avait pas de règles. Tu pubais n'importe quoi. Ils te laissaient faire n'importe quoi. Au niveau gros sac, on faisait n'importe quoi aussi. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé, quoi. Et c'est normal. Et ça sera encore pire demain. Et tu vois, l'avantage compétitif de Facebook au départ, c'était de dire, ouais, mais tu vois, avant, il y avait Google. Google, c'était compliqué. L'interface elle était chiante. En plus, ils étaient emmerdants. Ils validaient pas les campagnes vite. Facebook est arrivé, c'était simple, c'était facile, c'était rapide, tu pouvais toucher plein de gens avec des trucs sans règles, quasiment sans filtre. Bon, ça a évolué, quoi. Voilà, et ça évoluera toujours de cette manière-là. Ouais, il y aura toujours une nouvelle plateforme, et la nouvelle plateforme, elle sera toujours moins chiante que celle qui est bien établie et qui brasse déjà des milliards. Donc, toi, actuellement, tu considères sur quelle plateforme et quel type de produit? Ah, tout dépend. La plateforme, encore une fois, c'est plus la cible. Tu parlais de TikTok. TikTok, c'est bien, mais c'est les moins de 18 ans, quoi. Donc, Donc, c'est un c'est produit pas des gratuit. cartes bleues que tu vas Non, récolter, non, quoi. mais tu peux faire du CPI marketing et des produits gratuits. Bon, tu n'auras pas une grosse rémunération, tu auras des rémunérations à 1 euro, mais il faudra faire du volume, il faudra faire beaucoup de volume. Ouais. Ouais. Non, je fais pas moi beaucoup de petits trucs comme ça. Donc ouais. Mais après, encore une fois, ça revient à ça. C'est-à-dire que c'est ce que tu as à vendre et l'audience que tu vises qui dicte le choix de la plateforme. Si tes utilisateurs ils sont sur LinkedIn, tu vas sur LinkedIn. Si tu vises des filles qui sont sur Insta, tu vas sur Insta. En fait, c'est toujours pareil, quoi. Il faut te mettre là où sont les clients potentiels et là, et il faut majoritairement viser ceux qui ont de l'argent. T'as qu'à Parce faire que c'est tenir. plus simple majoritairement de vendre quand même un produit. Enfin, ça ne demande pas beaucoup plus d'efforts de prendre un bal à une gamine de 15 ans que de vendre un produit à 500 balles à une entreprise. Si tu veux, c'est à peu près, c'est la qualité du produit qui fait la différence. C'est pas, mais tu vois, à toute proportion gardée, c'est pas forcément toujours le moins cher qui est le plus intéressant. Ouais, On a comme on dit, ouais, l'impression que vendre un truc pas cher, c'est plus facile, mais en fait, c'est pas toujours le cas. non, comme on dit, ouais, c'est plutôt, c'est le même effort pour vendre un produit à 1 euro qu'à 1 000 euros, logiquement. Surtout si tu sais l'automatiser. Donc après, il y a plus Mhm. grand-chose à faire. Donc on va revenir un peu sur ton métier de base, on va dire, enfin ta niche de base qui est plutôt professionnelle. Donc
tu m'as dit, donc on a donc linklead.io, donc ton site, donc whmarketing.info. Donc toi, tu es plutôt donc, BH. BH comme Black Hat. bhmarketing.info. Donc tu es plutôt donc, sur l'email marketing. Donc dis-nous ce que tu peux nous donner comme info, comment on peut donc, se mettre dans cette niche-là et comment tu peux toi nous aider pour ça. Quand on me pose la question de savoir quel type de business je lancerais, moi, si je repartais de zéro, je parle toujours de commencer par les entreprises. Pourquoi les entreprises? Parce que quand tu vas essayer de vendre un produit même à 100 balles à des particuliers, tu vas taper dans leur budget loisir, leur budget resto, leur budget machin, bref, ça sort de leur poche. Un professionnel, une entreprise, déjà, c'est pas son budget. Tu vois, le mec qui te fait le chèque, entre guillemets, le chèque ou la carte bleue, ça sort pas de sa poche. Donc lui, c'est une facture, c'est un frais déductible. Mais au-delà de ça, si tu parles de business et de marketing, tu vas donner le même conseil à quelqu'un qui est un petit entrepreneur qui fait 2000 balles par mois. Si ton conseil, tu vois, il lui permet de doubler son chiffre d'affaires, tu vas faire gagner 2000 balles par mois. Si tu t'adresses à une boîte et tu lui donnes le même conseil, mais cette boîte, elle fait 1 million par mois, bah, ton conseil, il vaut 1 million. Et donc, forcément, ton conseil qui vaut 1 million, il a plus de valeur, donc tu vas pouvoir le vendre plus cher. En plus, tu peux logiquement avoir peut-être plus de récurrents avec une boîte. C'est comme quand tu fais du grand compte dans la Bien sûr. vente. Quand tu as un bon client et qui grandit, ben, il va continuer à travailler avec toi parce qu'il est content. Oui, évidemment. Et les boîtes ont encore une fois un besoin qui est différent. C'est pour une boîte trouver des clients, par exemple, c'est une question de survie. Un particulier, acheter une formation ou acheter un produit, c'est pas une question de survie. Il y a que deux choses qui sont importantes pour l'être humain, c'est de la flotte et de la bouffe. Le reste, c'est pas vraiment de la survie. Tout à fait. Tu vois, pour une boîte, avoir des clients demain, en revanche, bah, si tu n'as pas de clients, tu déposes le bilan. Ça, c'est un besoin urgent, impérieux et immédiat. Et là, pour le coup, les boîtes, 500 balles, c'est pas grand-chose à leur échelle. Pour la plupart des boîtes, quelques milliers d'euros pour des boîtes aussi en récurrent pour gérer une partie de leur marketing, s'occuper des réseaux sociaux pour eux, par exemple. C'est un truc qui est extrêmement lucratif, qui est généralement très mal fait dans les boîtes et qui peut se mesurer. Tu vois, tu peux dire, voilà, bon, on a trouvé, voilà, par tel canal, il y a tant de personnes qui sont arrivées, ça a généré tant de chiffres à faire. Et c'est des trucs qui sont vraiment à la fois utiles et pour lesquels les boîtes vont pouvoir effectivement te payer beaucoup plus facilement qu'un particulier. Et donc, quel service que tu proposais? Donc, service marketing général ou plutôt, donc, parce que on en revient toujours au Black Hat et l'email marketing, parce que là, chaque fois que je te pose une question, tu décales un peu. Donc, je comprends. Donc, mais comment tu utiliserais, en fin de compte, des techniques de Black Hat pour leur rendre service, entre parenthèses? Pour vendre ton ça, parce que Ceux le qu'on Black Hat, utilise beaucoup. ça va être enfin, Ouais, essentiellement du call mailing, c'est-à-dire qu'en Voilà, ouais. fait, il y a une différence fondamentale entre les particuliers et professionnels, c'est que dans un cas, quand tu t'adresses à des particuliers, ça s'appelle du spam, et quand tu t'adresses à des professionnels, ça s'appelle de la prospection commerciale. Alors, il y a eu des nouvelles règles avec les GRPD, etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques du truc, mais aujourd'hui, le call mailing est toujours légal, c'est-à-dire qu'il y a une partie sur les données personnelles qui a évolué, mais le call mailing est toujours légal, c'est-à-dire que tu peux envoyer des emails sous certaines conditions à des professionnels, alors que tu n'as pas le droit de le faire à des particuliers. Donc la notion en fait là-dedans, c'est de dire que plutôt que d'attendre que les gens ils arrivent, tu vois, tu achètes du trafic, tu les envoies sur ta page de capture, tu captures l'email et ensuite tu auras le droit de leur envoyer des emails. Bon bah tu peux zapper toute la partie de la capture quoi. Déjà si tu avais déjà les listes des gens, si tu avais je sais pas, tu me dis bon bah moi j'ai un service à vendre, je sais pas, à tous les mecs qui sont plombiers par exemple, bah si je peux te fournir les emails de plombiers, de tous les plombiers de France ou d'une région particulière ou de tous les directeurs commerciaux, bah ça t'aiderait sans doute à aller beaucoup plus vite plutôt que de faire une campagne Facebook ou alors mettre un site, faire un peu de capture, machin, et puis perdre les trois quarts de ton temps et de ton argent là-dedans. Une page de capture, ça capture entre 20 et 50%. Donc, ça veut dire que tu perds entre 50 et 75% du trafic qui arrive dessus. Et pour vivre correctement, bien faire, donc il faut plutôt combien de listes de mails? Enfin, tu scrapes pendant quoi? C'est une liste de 1000, de 10 000 pour le pro ou... Après, ça dépend du produit, mais toujours pareil. Mais bon, Ouais, on va dire un produit à 500 à 1000 euros. si c'est du récurrent, tu n'as pas besoin de beaucoup de clients, tu as besoin de deux ou trois clients pour bien vivre. Après, ça va dépendre de ce que tu vends et à qui tu le vends. Mais il y a par exemple, il y a des professions que tu vas pas pouvoir trouver à hauteur de 10 000. Si tu t'adresses, je sais pas, au plombier chauffagiste d'un département ou d'un truc parce que tu veux rester local et peut-être que tu auras besoin d'aller les voir vraiment physiquement. Enfin, tu vois, ça va être difficile à trouver. Donc, ça dépend vraiment des trucs. Mais disons qu'une base de 10 000 personnes, oui, c'est pas mal pour commencer. Ça te permet de faire des tests. Ça te permet d'avoir des retours qui sont statistiquement intéressants. C'est-à-dire qu'en deçà, tu n'as pas forcément une cohérence lisible. Si tu envoies 500 emails, bon, bah, tu peux avoir des résultats ou pas, mais sauf qu'en stat, en dessous de 1000, ça veut rien dire, quoi. D'accord. Et donc, par rapport à ces mails, quand tu les fais en cold calling, est-ce que bon, il y a certains qui vont opt-in, on va dire, qui vont mettre leur mail. Est-ce que tu les récupères dans un tunnel ou en fin de compte, ils deviennent
propre simplement. Enfin, c'est plus du cold calling. C'est sur 10 000 que tu envoies. Est-ce que quoi, c'est en général le taux d'opt-in, c'est quoi? C'est les 1%, 2%, 5%, plus que ça? Ah non, ça peut être beaucoup plus que ça, mais encore une fois, c'est un canal à part qui s'apprend. Comme la pub, tu peux pas. Ça va dépendre de ta capacité à faire comprendre aux gens qu'ils ont intérêt à lire un email qu'ils n'ont pas demandé. C'est-à-dire compliqué quand je dis comme ça, C'est du mais marketing. Il faut c'est avoir une belle accroche. Il faut sentir le mot qui va attirer les 10 000. Bon, ça, c'est compliqué, mais à moins que tu fasses de l'analyse marketing, de la non, c'est juste connaître en data-driven fait les marketing, comme problèmes on des dit. gens. C'est juste connaître les problèmes des gens. C'est-à-dire que, tu vois, si tu arrives en disant j'ai une solution géniale, ça part au carton parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. En fait, les gens ne s'intéressent qu'à une chose, c'est leur problème. On est tous pareils, tu vois. C'est pas. Mais il est vrai, parce que moi, c'est mon métier depuis de quelques temps. Je suis venu un peu dans le pro. J'ai fait beaucoup de particuliers. Le particulier, j'ai eu ma dose. Et le pro, c'est bien ce que tu dis, c'est que il a toujours le même intérêt. Ouais. Dépenser moins, faire plus de profit, enfin plus de chiffre d'affaires pour avoir plus de profit. Donc, si tu tapes dans ces trucs émotionnels, voilà, vous allez gagner de l'argent sans parler make money, le truc facile, mais vraiment logique, quoi. Vous allez faire une économie, gagner plus de temps. Enfin, ouais, le temps, c'est de l'argent, surtout pour un Ouais. entrepreneur. Donc, tous ces mots-là, ces mots-clés, et donc c'est aussi donc important de rester dans une niche, de ne pas changer, parce que tu as les mots-clés, tu les connais, donc tu sais comment parler à ton audience. Exactement. On en revient toujours à ça, mais tous les business fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire connaître ton avatar, connaître ton produit, et ton produit doit être en parfaite résonance avec ton avatar. Sinon, effectivement, encore une fois, que ce soit du black, que ce soit du gris ou que ce soit du white, ça marchera pas, quoi. Tu vois, c'est encore une fois, c'est l'équation de base, c'est ça. C'est t'as des gens qui ont un problème et toi, tu arrives avec une solution et ça doit matcher. À partir de là, en fait, après, tu as des trucs qui vont te permettre d'aller plus vite, qui vont te coûter moins cher, oui, mais si t'as pas cette équation, ce product market fit, ça marchera jamais. Mais en réalité, ouais, c'est ça. Tout part du client, tout part du besoin. Si tu dis, voilà, je vais ouvrir un service parce que tu connais bien les problématiques de tel site, peut-être que c'était ton métier avant et tu sais que voilà, les plombiers à tel endroit, ils ont tel problème parce que voilà, c'est comme ça. Toi, tu le sais, tu as été et tu connais les problèmes. Et c'est là-dessus où en fait où tu vas pouvoir jouer justement en leur disant que voilà, moi je l'ai été, je connais bien la profession et je sais que toi, tu passes par ces étapes-là. Je sais combien c'est chiant tous les matins de devoir, tu vois, tu peux appuyer sur ces éléments-là qui sont effectivement très puissants d'un point de vue copywriting et qui font résonance chez les gens et qui te permettent de convertir. C'est-à-dire, faut que le mec, quand il lise ton truc, il dise ouais, j'ai envie de répondre, de lui prendre le téléphone, voilà, de faire ce que tu lui demandes. Mais tu vois, faut que le mec il se dise oui, ouais, vraiment j'en veux, quoi. Enfin, faut qu'il comprenne très vite ce que tu peux lui apporter et quel intérêt ça a pour lui. C'est les vieilles techniques de vente parce que moi je viens de la vente, en plus du porte-à-porte. Donc le call calling, le call mailing, call calling, c'est pas un peu. Je continue à faire un peu d'aller chercher mes 10-15 000 euros en business developer pour les startups. Et donc ça Mm-hmm. m'intéresse beaucoup parce que moi tous les jours je fais 200 à 300 appels à l'ancienne à un dirigeant, il ne connaît Oh. pas. Donc des fois, pas toujours parce que j'ai mon activité en ligne et celle-là aussi. Et donc des fois j'ai des missions, donc j'appelle les gens, bonjour, hop. Et donc c'est un peu la même chose. Il faut aller en 30 secondes, il faut être rapide. Il faut trouver l'accroche. Et Ouais. donc je me dis, en fin de compte, quand tu me parles du Black Hat mailing, en fin de compte, c'est quasiment pas du Black Hat, quoi. Comparé au Black Hat SEO et Black Hat SEA, quand on voit le call mailing, il n'y a rien de méchant, en fin de compte. Il répond pas. Tu as pris le mail, il prend pas au mail, il y a rien de, tu fais rien de mal, en fin de compte. Non, 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 effectivement, ça l'est pas. C'est juste une catégorie des gens qui nous ont mis un peu là-dedans, mais en réalité, c'est une croyance un peu populaire. Tu vois, tout le monde a un peu peur d'envoyer ou de décrocher le téléphone ou de trucs. Ça, c'est un espèce de talent un peu comme ça. Mais oui, tu as raison. Ça n'est ni Non, méchant ni parce que particulièrement l'emailing, si la agressif. personne n'a pas envie de répondre, elle répond pas, quoi. C'est plus, le téléphone, c'est un peu chiant parce que c'est vrai que c'est un peu intrusif. Des fois, on dit, mais parce que moi, j'ai les logiciels pour avoir les numéros de téléphone, le mail, tout. Donc, Corporama, peut-être que tu connais. Et donc, j'ai le numéro, j'ai le nom. Mais comment vous me connaissez? Je dis, bah, c'est sur Internet. Donc, voilà. Et je leur fais de la pub en plus. Mais en fin de compte, le mail, la personne, elle reçoit le mail. Si elle veut, elle ouvre pas. Donc, il n'y a rien de méchant. Et en plus, des fois, si tu fais mal les choses, ça va dans le spam. Donc, il n'y a rien de méchant, d'agressif, on va dire, techniquement. Non, non, c'est pas agressif, mais il y a aucune technique qui a nécessairement besoin d'être agressive. En réalité, l'agressivité du truc, elle est toujours, enfin, c'est déployer de la force inutilement et c'est gâcher de l'énergie. Mais c'est une question en fait juste de canal et philosophie. C'est-à-dire que là où les mecs, tu vois, ils vont plutôt partir dans l'idée, on va faire une campagne, on va faire machin, on va mettre une landing en place. Ouais, te casse pas, mec, scrap et puis t'envoies des mails. Tu vois, oublie la page, elle te sert à rien, quoi. Va plus vite. D'accord. Et donc, il n'y a pas de limite au scrapping. Donc, chaque fois, toi, tu trouves des nouvelles listes où tu les. À un moment, tu sais pas, il y a pas. Quand tu es dans un métier, tu as capté tous les mails, tu fais comment?
Non, tu peux pas capter tous les métiers, mais en fait, il y a des processus qui sont pas que basés sur le scrap. C'est-à-dire que tout ça, ça fonctionne selon principe de construction d'une adresse email. Par exemple, tu vois, pour un particulier, c'est très aléatoire. Tu peux avoir un Robert 1973 @hotmail.fr. Il n'y a aucune espèce de logique dans le truc. Sauf que quand tu es dans une boîte, en général, quand le mec il s'appelle Robert Durand et qui bosse chez Carrefour, il y a de fortes chances que son adresse mail, elle soit une variation autour de son nom, prénom et de Carrefour.fr. Donc, tu vois, un R.Durand, un Robert.Durand ou un R.D tu vois, c'est toujours ça. Et notre métier, bah, c'est de trouver en fait la vraie adresse email parmi toutes les combinaisons possibles qui sont des probabilités, mais qu'on veut vérifier, quoi. Bon, Donc, mais toi, tu le fais parce que moi, je le fais ça en prospection, mais je vais sur Hunter.io et sur différents sites, mais toi, tu le fais de façon automatique. Moi, je le fais manuellement, je pense. nous, on a effectivement un service qui nous permet de le faire en automatique et de délivrer le résultat final aux utilisateurs, c'est-à-dire de donner directement le résultat sans que tu passes par la partie manuelle. Et au-delà de ça, nous, on peut enrichir les données, c'est-à-dire avoir beaucoup plus d'infos que juste l'adresse email, savoir si les personnes, elles ont un Skype, par exemple, peut-être dans certains cas un numéro de téléphone, dans d'autres cas une adresse postale, et puis peut-être, pourquoi pas, certains centres d'intérêt. Enfin bref, on peut rematcher aujourd'hui pas mal de data, effectivement, et ça, c'est plus Black Hat dans l'idée et dans la philosophie parce que ça te permet d'aller plus loin. D'accord. Bon. Eh ben, je pense qu'on a bien parlé du Black Hat issue, même si j'ai pas ce que je voulais. J'ai l'impression que j'avais peut-être une idée, une image du Black Hat, mais c'est pas grave. Donc j'espère que ça a intéressé tout le monde. Donc, je redonne les sites parce que tout à l'heure, je me suis trompé. Donc, linklead.io, bhmarketing.info, donc ceux qui veulent plus d'infos et donc aller vers toi. Donc, surtout, j'ai bien compris, plus les pros en fin de compte, hein, plus les pros qui veulent donc aller plus vite dans leur business. Bah, les pros ont un avantage, encore une fois, c'est que tu vois, les débutants ont un défaut et un avantage, mais le principal défaut, c'est que tant que tu n'as pas de produit à vendre, c'est compliqué de faire des trucs pour les raisons que j'ai évoquées plus haut. C'est-à-dire que même si je te file du trafic, si tu n'as rien à vendre, ça ne sert à rien pour moi. Tout à fait. C'est pas ça, en fait. Il faut d'abord construire les bases d'un business. C'est-à-dire qu'il faut avoir impérativement un truc qui se vend et un truc à vendre, un truc dont tu es sûr que ça se vend. À partir de là, oui, tu peux aller beaucoup plus vite. Oui, tu peux faire des campagnes. Oui, tu peux faire du scrap, tu peux faire du call, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux monter des sites satellites sur des PBN pour faire du black si tu veux. Mais en attendant, un business, ça doit avoir au moins une finalité de départ avec au moins un produit et un avatar, quoi. C'est tout. Si tu n'as pas ces éléments-là, en fait, c'est compliqué. Après, si tu as déjà des éléments, effectivement, si tu as déjà une petite audience, une petite liste et surtout quelque chose dont tu sais que ça se vend parce que les gens l'achètent et parce que ça répond à un problème, oui, ça c'est bon parce qu'après, derrière, tu peux accélérer beaucoup plus vite. Il ne faut pas confondre, encore une fois, le moteur et l'accélérateur. C'est toujours ça, en fait, la problématique. Et c'est en ça où effectivement, les gens qui ont déjà au moins un petit business qui tourne, c'est beaucoup plus facile de les faire avancer très, très vite après, plus que de lancer quelqu'un. Parce que Alors, tu n'as pas cette phase, tu vois, tu as toute la phase de découverte initiale à faire, quoi. comme pour être plus précis, on part pas de zéro. Le Black Hat, pour le Black Hat, ça n'a pas de sens. Il faut avoir une base de business, c'est mieux. Et ça marche mieux quand tu as déjà du contenu, des choses qui font faire que ça va accélérer, que les gens ne vont pas arriver sur du zéro, ils vont arriver sur quelque chose et peut-être ça va les intéresser. Voilà. Ouais, parce que sinon, ton Black Hat, enfin, tu vois, si tu sais pas qui cibler et ce que tu veux leur vendre, t'auras jamais aucune espèce de résultat. Par exemple, tu vas monter un site. Non, mais que ce soit en white ou en black hat, c'est pareil. Ce sera la même chose. Exactement. Tout à fait. Exactement. Donc, je vais attaquer donc, les questions que je pose à tous les entrepreneurs que j'interviewe ici. Quel est donc le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? De terminer enfin linklead.io puisque c'est un projet de longue haleine, c'est un SAS et ça se développe sur des années et des années. Tu vois, quand tu fais des formations, quand tu fais du coaching, du consulting, c'est des opérations qui sont courtes. Tu peux lancer ça demain matin, tu dis demain j'envoie un email, j'ai une idée de produit, tu vois si les gens achètent. Quand tu développes un SAS, un service en ligne, en fait, ça prend des années à développer. C'est-à-dire que tu vois, entre le moment où tu te dis l'idée, je vois à quoi ça ressemble, je veux que ça soit ça. Tu vois, le jour où, je sais pas, Russell Brunson, il a dit je vais faire ClickFunnels et le moment où il est maintenant et par toutes les étapes par lesquelles il faut passer avant d'arriver au produit dont tu rêvais, quoi. Tu vas faire une formation dont tu rêves, c'est assez facile finalement, ça demande quelques semaines de travail. Quand tu es dans les SAS, il te faut des développeurs, il faut une vision, il faut un truc. Bref, c'est des projets de longue haleine qui sont extrêmement chronophages et gourmands en argent aussi. En même temps, ouais, c'est des bons business qui ont souvent donc, du récurrent et qui peuvent scaler très, 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 très bien quand ça marche bien. On n'a rien sans rien, mais bref. Donc, mais oui, il faut les quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur?
En tant qu'entrepreneur ou investisseur, expérience à quel point de vue? Financier ou humaine ou Les deux, comme tu veux. C'est vrai que souvent, on me demande de préciser. Moi, j'ai fait la question. Après, c'est comme tu veux. Humainement, c'est sans doute d'avoir toujours au travers du parcours pu trouver des gens avec qui j'ai pu monter des projets et notamment mon associé qui lui est dev et sur lequel tu vois, ce qui nous a permis de créer des choses que j'aurais jamais pu faire tout seul. Donc vraiment d'avoir au travers du process trouvé des gens, tu vois, avec au-delà de l'idée de monter un business, mais des vraies aventures humaines. D'accord. Très, très bien. Donc, quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Le meilleur levier? Ouais, le black hat. Euh, La volonté de le devenir, c'est-à-dire que ça a beaucoup d'avantages. Et c'est vrai que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui te vendent le lifestyle avant de te vendre finalement la finalité. Mais entrepreneur, c'est quand même autre chose que tu vois souvent les gens qui sont arrivés. C'est-à-dire, tu vois le côté un peu pimpant de l'iceberg, le truc, waouh, c'est génial sa vie. Bon, tu as oublié aussi de voir un peu les 5, 6, 7, 10 années peut-être où il en a chié, où il a fait beaucoup de sacrifices. Donc, le meilleur levier, c'est de trouver une espèce de mission ou du moins quelque chose qui t'anime au-delà simplement de la volonté de gagner de l'argent ou d'avoir le lifestyle. Parce que le lifestyle, une fois que tu l'as fait, finalement, tu vois, tu dis ouais bon bah tout ça pour ça quoi. Il faut que ça soit tenu par autre chose parce que finalement, tu vois, même les gens qui rêvent d'une grosse bagnole, bon bah une fois que tu l'as et que tu as joué une semaine avec, bon bah c'est plus jamais qu'une voiture quoi. Je te confirme, oui. Ça m'est arrivé, donc oui. Après, il y a d'autres choses plus importantes. Et c'est surtout C'est bah, ça, de kiffer son business et de se faire plaisir, quoi, simplement. Et c'est pour ça c'est que souvent, ça, les c'est gens ça. parlent de lifestyle et souvent, ils n'arrêtent pas, ils continuent parce que, bah, voilà, s'arrêter, faire 6 mois le tour du monde, après, voilà, on a fait le tour, quoi. Il n'y a plus rien à faire. On l'a déjà fait. Voilà. C'est exactement ça, et c'est un vrai problème récurrent chez les entrepreneurs. Donc, si ouais, tu veux durer, il faut que tu aies une vision ou quelque chose, une mission, une forme de mission. Il faut que tu aies tu vois, un truc qui te transcende un peu parce que sinon, effectivement, tu vas passer par des cycles où tu vas dire, bon, bah, ça y est, j'ai atteint l'objectif, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi. Mm. Je comprends. Donc, quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? Si tu lis, hein, parce que c'est vrai Euh, que souvent, je pose la question, mais il y en a qui n'aiment pas lire, donc après, ça peut arriver. euh, The 80-20 Principle, enfin la loi Pareto? des Mode Pareto? 80 appliquée au marketing et à la vente. Ouais, je confirme. Ça, c'est super Parce que en important. fait, on t'apprend que Pareto s'applique y compris à la vente, au marketing, mais au-delà de ça, il y a eu même une deuxième partie qui était faite où tu peux le faire aussi avec tes amis. C'est-à-dire que tout s'applique en fait à Pareto et que finalement, ça te permet de voir au-delà du système et que il y a une espèce de magie à tout ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on parlait tout à l'heure des chiffres sur des produits, par exemple, et tu t'aperçois que bah, tu avais 1000 personnes qui ont acheté un produit à 10 balles, mais parmi ces 1000 personnes, bah, tu en avais sans doute à peu près 200 qui auraient acheté 5 fois plus cher, 4 à 5 fois plus cher, et que sur encore 20% de ces 20%, tu en aurais encore quelques-uns, une bonne paire qui auraient acheté jusqu'à à peu près 150 balles si tu partais d'un truc à 10 balles. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand tu connais un peu ces règles-là, si tu les appliques à la vente, au marketing, bah, tu t'aperçois que déjà, tu laisses beaucoup d'argent sur la table et qu'après, surtout, tu passes beaucoup d'énergie dans des choses qui ne méritent pas nécessairement, à savoir que bah, tu fais le compte des gens qui arrivent au support et tu t'aperçois que tu as toujours sur 80% du temps que tu vas passer au support, c'est 20% des gens qui te mobilisent ton temps, quoi. Et que finalement, si tu fais des bons ratios partout, tu peux déjà t'amuser à optimiser vraiment des trucs. Il y a déjà des anecdotes là-dessus. C'est des gens qui sont concentrés uniquement, qui ont viré 80% de leurs clients, qui ont gardé les 20%, les bons, et sont allés chercher des nouvelles idées de prestations pour ne bosser qu'avec eux, et qui ont multiplié leur chiffre d'affaires comme ça, juste en travaillant avec des gens qui leur faisaient déjà confiance, et juste en regardant un peu cette mécanique-là. C'est souvent la différence entre les boîtes qui se réussissent, celles qui ferment, parce que celles qui ferment pensent, enfin, qu'on même les mauvais vendeurs, les mauvais marketeurs, qui pensent parce qu'ils ont des leads, des gens qui viennent, qui sont intéressés, mais il faut juste trouver les vrais bons clients et puis rester avec eux, quoi. Au lieu de s'embêter à aller Ah, c'est chercher ça. des gens qui sont juste des visiteurs. Mais bon, après, ça, c'est autre chose, c'est une autre discussion. Mais en tout cas, on a bien senti le marketeur et je sais pas si t'aimes les maths, mais bon, voilà, c'est bien quand tu mets le marketing avec les maths, on s'amuse bien avec les 20, les 4%, les 1%, ça marche toujours. Donc, dernière Mhm. question, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Développeur. Développeur? Tu es développeur?
Non, non, moi je suis pas dev. On peut pas être partout. Et puis encore une fois, ouais, Alors, c'est une compétence, mais c'est une compétence intéressante. Après, elle a des défauts qui sont, elle a un peu tendance à t'enfermer dans une cave. C'est-à-dire que, effectivement, le code, c'est un peu un truc qui te retourne le cerveau et qui te rend assez peu sociable. À contrario, le fait de passer du temps, tu vois, au téléphone ou de faire du coaching ou du consulting, ça se rend beaucoup plus ouvert au monde. Le code est beaucoup plus isolant. Enfin, je dis ça parce que j'ai un associé développeur, donc du coup, je sais un peu les nuances que ça. Et en fait, à la fois, c'est une compétence qui m'intéresse parce qu'effectivement, tu en as besoin pour plein de choses. Et oui, tu pourrais l'apprendre comme plein d'autres trucs. Mais après, tu vois, tu vas acheter du pain, mais est-ce que tu as envie d'apprendre à faire le pain tout le temps? Est-ce que tu as envie d'apprendre tout ce que tu utilises au quotidien? Pas nécessairement, quoi. Et puis, on ne peut pas tout apprendre non plus parce que sinon tu passes ton temps à ne faire que ça, quoi. Et encore une fois, c'est bien de savoir construire des choses. Après, il faut savoir aussi sortir un peu du truc. Le code, pour moi, c'est juste un truc, c'est le prolongement du business, parce que ce que je voudrais en faire, c'est juste ça. Donc ça m'enfermerait plus que m'ouvrir vers des trucs différents, quoi. Ce qui confirme que tu es content d'avoir trouvé le bon associé, qui fait ce que toi Ouais, tu c'est aimerais ça. faire quand il le fait. Exactement, c'est ça. Oui, faut savoir s'appuyer sur d'autres talents que juste les tiens, parce que sinon, bah, effectivement, tu te limites et tu rencontres vite des plafonds de verre. Ok. Ben, Sébastien, grand merci. Je mettrai donc tous les liens dans le show note. Et puis, donc, ben, n'hésitez pas à aller voir donc bhmarketing.info, linklead.io. Pourquoi j'ai du mal à le prononcer? C'est bizarre. Linklead.io. Et puis après, donc voilà, s'il y a des questions, tu me donneras aussi ta chaîne YouTube et tous les éléments que les gens puissent aller voir, même si bon, je sais que tu es très connu, donc c'est pas, on sait jamais. Il y a toujours des gens qui ne connaissent pas, donc il faut toujours mettre les liens, on sait jamais. Avec grand plaisir. Bon, ben, je te dis à bientôt. À très bientôt. Je te remercie de ton invitation et puis à très bientôt à tous. Ok, ciao, ciao. C'est tout pour cet épisode, donc épisode 35. J'espère donc que cela vous a plu. Donc on a parlé donc de marketing, de Black Hat, donc surtout la partie donc email marketing. Donc pour suivre donc Sébastien, donc n'hésitez pas donc à aller donc sur bhmarketing.info, et sinon donc sur l'application, donc enfin le logiciel qu'il développe, on va dire, pour réussir donc sur LinkedIn, excusez-moi. Linklead.io, donc link comme un link, lead.io. Voilà, donc comme j'ai dit au début, donc n'hésitez pas à commenter et à partager, donc à continuer à suivre, parce que donc là on est parti donc pour de longs épisodes donc avec donc, de nouveaux invités. La semaine prochaine on va parler donc de Nomade Digital, d'Amazon FBA et donc d'offshore, pour ceux qui veulent donc peut-être partir de la France et payer moins d'impôts. Donc bien sûr, vous pouvez donc bien sûr aussi donc tester donc le logiciel du partenaire, donc ConvertKit, donc thierry-du6henry.fr/CKIT, excusez-moi, CKIT, donc thierry-du6henry.fr CKIT. Et donc aussi il reste des places donc pour le séminaire donc de David Laroche, qui a son séminaire donc Entraîner pour réussir, qui est pendant 3 jours donc à Paris. Donc vous pouvez donc aller sur le site thierry-du6henry.fr/EPR, donc mon nom de domaine /EPR, thierry-du6henry avec un y.fr/EPR. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour tous ceux qui veulent donc devenir des nomades digitales. Ciao ciao.